moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du EC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, on a un nouveau chroniqueur, Alex. Salut mon copain, comment ça va? Salut mon copain, ça va très bien, très content d'être là pour la première fois et de débattre du football italien. C'est ça, et plus particulièrement, on le voit derrière moi, on va parler de latéral gauche de Serie A et on va essayer de déterminer quel est le meilleur entre Théo Hernandez et Federico Di Marco. Donc, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante que je viens de donner. Donc, moi, de mon côté, je vais défendre Théo Hernandez, pendant qu'Alex, lui, défendra Federico Di Marco. On est toujours OK? On est toujours OK. Allez, c'est parti. Je lance mon chrono. Alors, Théo Hernandez et Federico Di Marco, clairement, c'est deux références à leur poste. Et même pas qu'en Serie A, que ça soit au niveau international, au niveau Coupe d'Europe et Champions League, les deux, ils ont clairement plus que le niveau. Et si on devait les déterminer dans les chapeaux, ils seraient dans le chapeau 1 tous les deux. Mais ils ont deux registres un petit peu différents, mais ils représentent quand même ce qu'on appelle le latéral gauche moderne de 2023. Mais au moment de faire un choix, je suis obligé d'avoir mon cœur et peut-être mon esprit surtout qui balance pour Théo Hernandez. Alors, on pourrait dire que je suis supporter et donc un peu partisan parce que tifoso du Milan, mais je pense vraiment que il y a une petite différence pour Théo Hernandez. Alors, si on regarde les stats basiques, on va dire les stats passes et buts, clairement, Di Marco, il est meilleur, il marque plus, il fait plus de passes décisives que Théo. Et si on doit juste parler en sensibilité foot, il a un meilleur pied gauche que Hernandez. Je suis pas non plus stupide pour pas le voir. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près d'autres stats qui sont un peu moins sexy et qu'on regarde un peu les stats défensives, on se rend compte que Théo, il gagne plus de duels, il fait plus d'interceptions, il récupère plus de ballons. Alors, s'il est moins bon, comme je l'ai dit, dans la phase offensive, il reste quand même un danger quand il se balade dans la surface, enfin dans le camp adverse, que ça soit en combinant avec Leao ou quand il tente ces fameuses chevauchées folles de plus de 50 ou 70 mètres. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, la sensibilité du pied gauche de Di Marco, c'est un plus, mais il y a un point qui me dérange chez Di Marco, c'est peut-être sa polyvalence. On est d'accord, il s'adapte super bien dans un schéma à 3. Il est même peut-être meilleur que Théo dans ce schéma-là. Mais dans une défense à 4, je le trouve moins bon, comme on a pu le voir en national. Et c'est le dernier point, c'est que j'ai l'impression aussi que l'expérience qu'il a acquis, Théo, avec les Bleus, ça lui rajoute une corde à son arc et je le trouve meilleur, on va dire, plus polyvalent dans ce rôle, soit de piston ou soit de défenseur latéral classique. Donc, c'est vraiment, encore une fois, d'une courte tête que je vois Théo Hernandez devant Di Marco. Voilà pour ma part. Je te lance le chrono, mon copain. C'est parti pour toi. Alors déjà, avant de commencer, je tenais à dire que si on avait eu ce débat il y a 6 mois ou 1 an, j'aurais dit Théo Hernandez d'une bonne avance, puisque je trouvais Di Marco pas du tout complet. Je trouvais Di Marco l'année dernière, au premier tour par exemple, je trouvais qu'il défendait mal. Par exemple, en premier tour, j'étais content quand Gosens prenait sa place en Ligue des Champions, par exemple contre le Barça, où on devait défendre. J'étais content quand c'était Gosens qui rentrait. Mais que dire de sa progression depuis 1 an? Moi, je trouve que défensivement, déjà, c'est un joueur qui prend pas de carton. Il n'est jamais suspendu, il prend pas de carton et il fait très peu de fautes. Alors, l'année dernière, il faisait très peu de fautes, mais il se faisait souvent passer. Là, je trouve que cette année, défensivement, il est devenu vraiment bon. Moi, j'ai trouvé vraiment bon, tu vois, dans le système à 4 de l'Italie pendant ces 2 matchs. Là, j'ai trouvé vraiment bon. Je trouvais que le côté ukrainien à droite, ils nous ont pas trop mis en difficulté, à part quand Keane est rentré. Mais je trouve du coup polyvalent. Il sait défendre.
il sait attaquer, comme tu l'as dit, il a un très bon pied gauche, bah ça tout le monde le sait. Il sait marquer, il sait tirer les coups de pied arrêtés, il sait relancer propre, sortir d'une zone de pressing avec une facilité bah, que je pense aucun latéral n'a. Pour moi, il est meilleur parce qu'il est plus complet. La seule chose que Théo a de plus, c'est sa capacité à contre-attaquer seul, que Di Marco ne peut pas faire. Et la seule chose que Théo Hernandez a en plus, je trouve, c'est la vitesse. Il va beaucoup plus vite. C'est pour ça que ces duels avec Dumfries à chaque fois, bah, c'est quelque chose qu'on redoute et qu'on adore. Mais je préfère Di Marco parce que il est plus efficace dans un système à 3 et plus efficace dans un système à 4. Je trouve qu'il a une progression depuis un an qui est exceptionnelle. Je crois qu'il a été élu meilleur arrière gauche de la Ligue des Champions l'année dernière. Et il continue sur sa lancée. Puis avec la nationale et un système à 4, moi, j'ai aimé et je trouve que voilà, c'est devenu une référence à son poste. Écoute, bien, franchement, pour ta première, tu as respecté le timing. Moi, je dis bravo. Rien que pour ça, je dis bravo, monsieur. Écoute, moi, je vais rebondir tout de suite sur un truc, et c'est vrai, j'en ai pas parlé évidemment parce que je défends un petit peu mon poulain, mais c'est vrai que dans les stats, quand on regarde, on va dire la fiabilité du joueur, on va dire le peu de cartons qu'il prend. Il prend quasiment jamais de carton. Et ça, Je me suis dit ça hier, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Di Marco, je crois qu'il prend pas de carton. Et l'année dernière, il me semble, hein, c'est 0 carton en Serie A, et il y a 2 ans, c'est 1 ou 2 cartons en Serie A. ah Il ouais, prend jamais de carton. ah ouais, non, ça c'est vrai, ça c'est vraiment fort parce que à ce poste-là, où ok, c'est très bien, il est pas, c'est pas, il a pas le même rôle comme je le disais qu'en sélection, mais il est quand même aussi à certains moments amené à faire des retours défensifs et à jouer défensivement, et que le gars ne prenne pas de carton sur une saison où il a dû jouer une trentaine de matchs l'année dernière en Serie A. Ça te montre quand même le niveau, comme je te dis, de fiabilité. Et ça, c'est un vrai plus comparé à Théo, qui souvent pète un câble, souvent même en rajoute. Et ça, à la limite, ça, c'est peut-être un vrai défaut qu'il a. Par contre, évidemment, moi, là où j'insiste, c'est que le côté défensif, même s'il a vraiment progressé, et là aussi, je suis totalement d'accord avec toi, il a vraiment progressé en un an, enfin, c'est indéniable. Défensivement, je le trouve quand même moins sûr que Théo. Et pourtant, Théo est loin d'être rassurant, hein. Il y a beaucoup d'oublis, mais je le trouve plus rassurant peut-être que Di Marco. Tu as cette sensation ou toi, non? Pour toi, même sur la phase défensive, il est mieux. Moi, je trouve que dans le duel 1 contre 1 pur et dur, en dehors des 16, attention, en dehors des 16, Mhm. est, est plus difficile à passer que Di Marco. Di Marco, il va pas trop au contact. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait très peu de fautes et qu'il prend du coup très peu de jaunes. J'ai l'impression qu'il fuit un peu le contact. Alors Théo, lui, il aime ça. Ouais, c'est Il vrai. aime aller plus au duel. Mais Théo, il est dangereux. Enfin, moi, si j'étais supporter du Milan, je le trouverais dangereux. Dans la surface, à tout moment, il peut te faire une faute. À tout moment, ce que Di Marco faisait aussi l'année dernière, mais qu'il ne fait plus, bah, il peut couvrir le hors-jeu de 3-4 mètres sur une action, puis ça finit par un but. Que Di Marco, maintenant, je trouve qu'il a vraiment cette rigueur défensive qu'il n'avait pas avant, et que Théo, par moment, il oublie. Théo, sur un match, on le sait. Enfin, moi, quand je suis supporter à l'Inter, quand il y a un derby, je sais que une ou deux fois par match, Théo, il va avoir un oubli. Ça va être soit il va, il va péter un câble et faire une grosse faute, ou soit il va avoir un oubli défensif sur un hors-jeu Je suis ou... d'accord. Et là aussi, où on va dire Di Marco peut-être a un avantage, c'est sur le fait de canaliser son énergie, ses nerfs. Alors, c'est à double tranchant parce que, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que Di Marco, il joue pas l'intégralité de tous les matchs. Il... Alors, ouais, ouais, justement, bah, l'année dernière, il tenait pas plus de 65 minutes. 65 Mhm. minutes, changement, Christian rentrait. Et cette année, il a fini des matchs. Bah, par exemple, avec l'Italie, il a fini les 2 matchs. Avec l'Inter, il commence à finir des matchs. C'est pour ça que je te dis que sa progression, moi franchement, bah, elle, elle est vraiment choquante, quoi. Enfin, il finit ses matchs, il joue 80, 75 minutes tout le temps maintenant. Et il a cette faculté à finir les matchs qu'il n'avait pas du tout l'année dernière. L'année dernière, à 60e, il sortait. Et Théo, lui, par contre, il ne sort jamais. Il me semble, à moins que. Non, non, t'as totalement raison. Et après, c'est peut-être aussi le problème, c'est que
Tu l'as évoqué tout à l'heure avec Gosens qui pouvait prendre ce poste-là l'année dernière, donc il y avait un vrai turnover. Au Milan, il n'y a pas de turnover à ce poste-là. Il est seul au monde. L'année dernière, c'était Ballo Touré qui était sa doublure. Et cette année, c'est Florenzi qui est clairement pas un spécialiste du poste. Donc oui, dès qu'il est en capacité de pouvoir juste jouer, il fait les 90 minutes. Et ça, c'est aussi peut-être un problème qui lui enlève cette fameuse lucidité que tu disais dans les derniers mètres. Maintenant, est-ce que Di Marco, après, c'est pas de sa faute non plus, mais est-ce que le gabarit de Di Marco aussi l'empêche pas aussi de pouvoir être à 100% défensivement? C'est peut-être ça aussi le problème, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Mais qui compense par de l'intelligence de jeu, comme tu disais. Tu vois. ouais, ouais, ouais. Exactement. Et après, Di Marco, ce qui a été bien depuis un an, bah, c'est qu'il a été fixe à un poste. Maintenant, il est piston gauche du 3-5-2. La première saison d'Inzaghi, il jouait soit piston gauche, soit le troisième de la défense à 3 à gauche. On le trimballait, on le sortait, il jouait 20 minutes, il jouait une demi-heure, il jouait 60 minutes. Et là, depuis qu'il est vraiment fixe à ce poste, il est fiable et très Ouais. bon. Euh, et on le refait descendre dans la défense à 3 juste quand faut marquer. On l'a fait une fois cette année, c'est à la Sociedad, il me semble. Il fallait marquer, on l'a fait descendre d'un cran et puis on a mis Carlos Augusto à gauche et on a réussi à marquer le but. Mais maintenant, dans la défense à 3 il ne joue plus. Et, Oui, euh, mais je pense que et c'est c'est pas bien parce qu'il adapté. Ben ouais. Je pense que c'était pas parce qu'il adapté à avait ses vraiment, capacités, quoi. c'était pas adapté à lui, il avait des lacunes, on les voyait trop, ces lacunes ressortaient trop. Bah, le fait de jamais aller au duel, le fait voilà, de fuir le duel, on le ressentait trop. Et là, vraiment, dans ce rôle de piston gauche, bah, je le trouve vraiment plus que fiable. Et je trouve, à mon goût, que c'est le meilleur latéral de Serie A et voire même un meilleur latéral, un des top 5 européens, facile. Ah bah de toute façon les deux, moi comme je l'ai dit dans mon avis tranché, pour moi si on doit faire les chapeaux, donc on met six noms dans les chapeaux, clairement ces deux-là ils sont dedans. Et après maintenant ça mériterait vraiment un gros focus pour voir aussi un peu la concurrence que tu peux retrouver, que ce soit en Première Ligue, en Liga, en Bundesliga. Maintenant c'est vrai spontanément, et même quand j'ai préparé un peu le débat, bah, ces deux-là me sautent un petit peu aux yeux. Et c'est vrai, encore une fois, que quand tu es dans l'équipe type de la Champions League, bon, bah, ça te montre un minimum tes capacités. Alors, un autre point où pour moi, alors pareil, je vais avoir tendance à dire que Théo est peut-être plus important dans l'effectif en fait et dans le jeu dans le jeu du Milan que Di Marco. Mais après, c'est vrai que j'ai tendance aussi à penser que Di Marco devient de plus en plus indispensable même dans la phase de construction et on s'en remet vachement à Di Marco en fait. Oui, oui, dans la phase de construction, bah, c'est simple, il a une telle aisance technique qu'il ressort tous les ballons propres. Donc, les équipes, quand elles viennent nous chercher haut, du côté gauche, on ressort tout le temps. Donc c'est une faculté qu'il a de vraiment de savoir attirer le pressing pour ressortir propre en une touche, deux touches, que ce soit dans les 30 premiers mètres ou dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, il a une efficacité en deux touches contrôle centre. Ah ouais, Cette ouais, ouais, année, c'est ouf. il y a eu deux, trois buts cette année où c'est le diagonale de Chala ou le diagonale d'un autre, d'Aslani par exemple, contrôle de Di Marco, centre devant les buts, but. Et il a une faculté à être efficace, je trouve, en phase de construction, puisqu'il perd aucun ballon, il ressort toujours des phases de pressing, et en phase de finition où franchement, par match, il en met un ou deux. Alors ça finit pas tout le temps en but, mais un ou deux centres où le gardien ne peut pas sortir, la défense est très 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 dangereux. Bah, En plus, il tire des coups de j'ai regardé au niveau des stats qu'il a, au niveau de la précision des tirs. Clairement, j'avais tendance à penser que c'était un peu du kiff-kiff parce que Théo aussi, il en allume pas mal. Et non, 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 clairement, Théo, il est à 20%, je crois, un truc comme ça, et de précision des tirs. Et Di Marco, il est à plus de 45. Donc, c'est comme tu as dit, c'est quasiment un tir sur deux qui est cadré. Et en plus, après, j'ai pas les stats de où est-ce qu'il déplace, machin, mais c'est forcément dangereux. Moi, j'ai une autre question.
Est-ce que, parce que pareil, dans la progression de Théo, moi je vois bien que Pioli a une part importante et il a été décisif dans sa progression. Est-ce que là c'est la même chose avec Inzaghi? C'est la sensation, j'ai la sensation que Inzaghi l'a fait progresser. Ou toi, c'est plus cette progression, c'est lui dans le jeu et que c'est pas forcément le management ou Inzaghi qui a sa responsabilité. Bah, moi, je trouve qu'Inzaghi l'a fait progresser, bah, surtout depuis l'année dernière où il a, bah, là, comme j'ai dit tout à l'heure, Où vraiment il l'a mis à ce installé, ouais. poste installé. Parce qu'au début, j'avais l'impression il l'a pris, il revenait de près du Vérone, il me semble. Et il Mhm. l'a pris parce qu'il fallait un joueur un peu tout terrain, un moitié central, moitié latéral. Et du coup, il était trimballé, il n'arrivait pas. Enfin, Di Marco, moi, au tout début, à part qu'il était interiste depuis tout petit, moi, il m'énervait hein, quand il jouait dans la défense à 3, qu'il était trimballé, tout ça. Et depuis qu'il est vraiment piston gauche, c'est un joueur bah, qui est devenu fiable et très bon. Nous, les supporters, on l'adore parce que voilà, c'est un Ah interiste. oui, 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 pur et dur. C'est un pur et dur, c'est un vrai de vrai. Paraît-il que maintenant, les joueurs, quand ils arrivent, les nouveaux, les recrues, c'est lui qui va les accueillir, c'est lui qui explique le cadre de l'Inter, tout ça. Alors que il y a 2 ans, il était rien, Di Marco. Enfin, donc, il a vraiment eu cette ampleur au niveau de l'Inter, qui fait que maintenant, c'est un joueur cadre et un joueur symbole, symbole de l'Inter. Et qui Chose maintenant, que et qui en plus maintenant, on va dire, après c'est connexe aussi, mais qui est en train de s'imposer en sélection, alors que, bah oui, c'était pas forcément lui qu'on voyait il y a 1 an ou 2 ans. On pouvait espérer peut-être le retour de Spinazzola à ce poste-là. Bon, Emerson, moi, j'ai jamais véritablement cru, mais il y avait eu Dodgy aussi qui poussait à la porte, mais qui était très jeune, et Di Marco qui était un peu dans la liste, mais pas forcément comme une source sûre. Et là, bah oui, autant je le sens moins à l'aise maintenant que dans ce rôle vraiment de piston, où là vraiment, on va dire, il est déchargé de la première phase défensive. Et je pense que, on vient de le dire, il est moins à l'aise dans cette partie-là, et il est plus utile aussi dans la phase de transition. Mais il a progressé, comme tu l'as dit aussi. Est-ce que c'est Inzaghi? Oui. Après, c'est peut-être l'âge de la maturité aussi, hein. Il a quel âge maintenant? Il a 25, 26? 97, je crois, ou 98, ouais, 25, 26, quoi. Donc c'est peut-être la maturité en fait qu'il a. Le même âge, hein. Il a quel âge, Théo, d'ailleurs? Le même âge, hein. Ouais, mais pour le coup, ils ont pas les mêmes trajectoires. Théo, il rejoint le Real très jeune, même s'il y joue jamais, et que il a dû jouer 3 matchs en tout. Il a une bonne saison à Alaves, mais après, enfin, ça tombe un peu dans l'oubli. Et quand il arrive au Milan, bah là pour le coup, je te rejoins, c'est un peu pareil que Di Marco. Il a été acheté 20 millions, mais c'est pas non plus, on n'en attend pas non plus de monts et merveilles parce que c'est un arrière gauche. Et il prend, on va dire, son envol au fur et à mesure que le Milan progresse et que lui s'impose. Mais on va dire, on attendait plus de lui plus jeune. Alors que Di Marco, il a peut-être eu plus le temps de grandir sans être scruté. Après, je sais pas. Ouais, ouais. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi qui suis, donc moi j'habite en France, mais à côté de la Suisse, donc je connais bien le championnat suisse. Il a joué à Sion pendant une saison et il était remplaçant. Remplaçant à Sion, c'était il Ouais, n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 4, 5 ans. Il avait déjà 20 ans, 21 ans. Il était remplaçant à Sion. Il est revenu en Italie, à Parme, je crois, après il jouait à Parme, tout ça, mais il a été remplaçant en Suisse. Donc à chaque fois que nous on parle de Di Marco dans le football suisse, bah, ça les fait rire parce qu'ils se disent, putain, il était remplaçant à Sion, puis maintenant c'est l'idole à l'Inter. bah, Mais après, ces dernières années, corrige-moi si je me trompe, mais Gnonto, non? Gnonto, il n'est pas passé par la Suisse? Il n'est pas passé par Lausanne? Zurich, Zurich. Zurich. Donc, mine de rien, ça peut peut-être aussi être un tremplin aussi pour certains joueurs. Comme on sait que malheureusement en Italie, ils sont de plus en plus frileux à faire jouer les joueurs de Serie A, enfin les joueurs italiens et les jeunes joueurs italiens. Peut-être que la Suisse, c'est peut-être la solution. Mais là, pour le coup, je l'avais pas qu'il était parti en Suisse, Di Marco. Ouais, ouais, bah, il y en a plusieurs hein, qui sont en Suisse. Là, bah, il y a Calafiori qui est revenu, qui était à Bâle. Ouais. Là, il y a Zanotti de l'Inter qui est prêté à Saint-Gall. C'est vrai que maintenant, le championnat suisse, il commence à avoir 2, 3 jeunes joueurs comme tu dis italiens qui, bah, de toute façon, ils ne jouent pas s'ils sont prêtés, ça sera en série B. Donc, autant aller en première division suisse où tu joues contre des clubs qui font la Coupe d'Europe, tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont
qui sont prêtés en Suisse, des Italiens. Ah ouais, non, mais Mais, après. mais Di Marco ne jouait pas. Ça fait rire et ça les fait rire aussi. C'est cette petite anecdote. En même temps, c'est vrai que sur le papier, quand tu sais que voilà, s'il a galéré pour se faire sa place l'année où il est passé en Suisse et que tu t'entends que 2 ou 3 saisons plus tard, le gars il est élu meilleur arrière-gauche de Champions League et qu'il est international italien, oui, forcément, tu te dis, attends, c'est le même joueur. Mais après, voilà, c'est pour ça que je te posais la question aussi même si j'avais pas l'info du championnat suisse, mais de l'importance d'Inzaghi. Moi, j'ai cette sensation un peu de l'extérieur. Je ne suis pas de l'Inter de la même manière que toi, aussi assidûment, mais j'ai la sensation que oui, mine de rien, Inzaghi, dans ses bons résultats de l'Inter cette saison et la saison dernière, il est aussi responsable de la progression de certains par son management. Alors certes, il peut faire, tu vas sûrement sourire avec ses fameux changements à la 60e et son habitude à. Mais au final, il y a tout un tas de joueurs ouais, qui progressent depuis qu'il est là, quand même, Xavier. Ah non, ça c'est clair, on peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever, même s'il y a, je sais pas, on est au mois de novembre, au mois d'avril, mars-avril, on pensait tous qu'il allait être viré. Mais tu En vois, fait, ça me fait un peu mal au cœur, mais en fait, c'est le derby de Champions League qui l'a relancé complètement, et auprès des tifosi, et surtout auprès des dirigeants parce que c'est après le derby, je crois qu'il y a une prolongation qui se signe pour lui, non? ouais, puis après on gagne à Lazio à domicile, donc on est officiellement de retour en Ligue des Champions parce qu'on revient de loin, hein, jusqu'au mois de mai, on n'est pas dans les 4 premiers. On fait une série de 8-9 victoires à la fin consécutives, il me semble, puis on revient, mais on revient de loin. Ouais. Et puis il était vraiment scruté, enfin, les interistes, on l'aimait de moins en moins, Inzaghi. Franchement, on lui a mis des épines dans le pied, hein, comme on peut le dire. On l'aimait Bah, pas, quoi. On l'aimait plus. Il nous énervait. Il nous énervait, il est resté. Puis maintenant, moi, franchement, c'est quelqu'un qui fait du très bon boulot. On peut le dire bah, maintenant, il a. Bah ouais, parce que de l'extérieur, alors je peux comprendre, encore une fois, on peut avoir des trucs quand on suit son club et on peut avoir des désaccords avec le coach ou des mauvaises habitudes du coach qu'on n'aime pas et ça, je peux comprendre. Mais d'un point de vue extérieur, franchement, difficile de lui en vouloir. Alors après, tu as raison, au moment où il est vraiment contesté, il n'y a pas la finale de Ligue des Champions, il n'y a pas cette qualification qui est là, il y a le risque que l'Inter se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, ok. Mais même avant ça, je trouve que ouais, il a quand même vachement bien géré l'après Conte, alors que c'était pas forcément un cadeau que de reprendre ce club, enfin de reprendre le club et cette équipe-là. Non pas qu'elle n'était pas compétitive, hein, mais que Conte, il a tellement l'habitude de marquer ses équipes que attention, difficile de passer derrière. Et lui, j'ai trouvé quand même que le gars avait vraiment bien fait le taf. Donc Maintenant, on peut le dire, hein, 3 ans plus tard, c'est la troisième saison que oui, le taf est bien fait et puis que la transition était bonne parce que comme tu dis, c'est toujours difficile de passer un entraîneur emblématique. L'après Mourinho, catastrophique. ouais. Voilà, les entraîneurs, bah là, l'après Spalletti au Naples, catastrophique. Donc c'est compliqué et il a réussi à faire de belles choses la première année. La deuxième année, c'était un peu plus dur, mais au final, il a fait de très belles choses. Et puis là, cette année, pour l'instant, tout se passe bien. Donc on verra. Et j'ai juste une question pour toi, pour revenir sur le débat en lui-même. Mhm. Parce qu'on parlait de la progression de Di Marco, donc depuis 2, 3 ans, qui lui progresse sans cesse au niveau des stats, au niveau voilà, de tout. Qu'est-ce que tu en penses de Théo? Parce que moi, j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est un peu le contraire, que l'année du titre, il est exceptionnel. L'année dernière, il est bon, mais et cette année, je le trouve après, je regarde pas tous les matchs du Milan, mais est-ce que je me trompe ou il a Non, tu sens bien les choses. Je suis totalement d'accord. On va dire, à partir du moment où il arrive au Milan, comme on le disait tout à l'heure, du Real, il est sur une vraie progression. On va dire sur, je pense, 2 saisons jusqu'à la saison du titre. Et après, il stagne. Et je suis d'accord, cette saison, il est loin de partir sur des bases extraordinaires. Et j'ai la sensation surtout qu'en fait, il est à la fin d'un cycle avec le Milan. Et je pense que pour sa progression, et pourtant, tu vois, je le défends et je suis tifoso, mais je pense que pour sa progression,
Il faut qu'il change de cadre et qu'il se confronte à un peu plus de concurrence, un peu plus de niveau, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de concurrent en fait. Et ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il se repose un peu trop, je pense, sur ses qualités. Pioli, depuis le départ, c'est pas lui qui va le mettre dans ses retranchements. Et je pense qu'on arrive au bout d'une histoire. Alors peut-être que c'est juste l'histoire de quelques mois et qu'il va se reprendre. Peut-être que avec un nouvel entraîneur au Milan en fin de saison, peut-être qu'il y aura un nouveau Théo qui reviendrait. Maintenant, quand je le vois jouer en sélection française et quand je le vois avec le Milan, je le trouve quand même plus performant dans le cadre du Milan, dans le cadre de la sélection. Et j'ai la sensation surtout qu'il y a plus de concurrence en fait à ce moment-là. Et donc il est obligé non pas de s'économiser. Et donc au final, oui, ça rejoint ce que tu dis, oui, sa progression, à l'inverse d'un Di Marco, il y a peut-être les courbes qui sont en train de s'inverser en fait. Ouais, mais en tout cas de loin, c'est ce qui me semble. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis il y a une autre chose qui, pour moi, différencie vraiment ces deux joueurs, c'est que je pense, alors je suis interiste et j'adore, mais je pense que Di Marco, c'est quelqu'un pour les gens qui aiment le foot italien, qui aiment le foot, qui est apprécié et qui on ne peut pas détester. Voilà, c'est un vrai joueur de foot. C'est quelqu'un, bah voilà, qui fait pas de faute, qui fait pas de faute d'anti-jeu, qui a jamais quelque chose en dehors du terrain. Alors que Théo, si on n'est pas milaniste, moi personnellement, c'est quelqu'un que je déteste. Il est toujours au sol. Euh, Ah voilà, non. il se plaint. Euh, c'est Théo, c'est le joueur du Milan, voilà, que nous, Interis, bah, on n'aime pas trop, quoi. Non, non, mais après, là pour le coup, tu vois, sauf si j'étais tifoso bête et méchant qui veut juste défendre le joueur qu'il apprécie et qui joue dans son club, c'est impossible. Je suis d'accord, la mentalité sur le terrain, elle est beaucoup plus agréable. Et ça se voit par les stats, c'est-à-dire zéro carton, un joueur qui joue tous les matchs, qui a globalement pas de problème, et qui, même dans le rapport humain, c'est pas le premier à aller chauffer l'adversaire et à mettre une mauvaise, on va dire une sale ambiance. Il parle, j'ai pas l'impression qu'il parle plus que ça aux arbitres, voilà. Et alors, peut-être aussi, c'est parce que, pareil, je suis supporter de la nationale, mais je comprends ce que tu veux dire. Il dégage un truc sympa. Et aussi, encore une fois, sa qualité sur coup de pied arrêté, on en a peu parlé, mais c'est quand même un sacré truc aussi. Il a une frappe de balle qui est quand même assez incroyable pour un gars de côté de ce poste-là. On va dire c'est plus un milieu de terrain central ou un 10 qui peuvent avoir ce type de frappe. Pour des latéraux, pareil, Théo, il a beau avoir une jolie frappe, c'est pas du tout la même qualité de pied. Donc c'est peut-être aussi pour tout ça et que voilà aussi, c'est un joueur qui est passé, comme tu l'as dit, par le championnat suisse, qui a galéré avant d'en arriver là. À la différence d'un Théo, comme je disais, qui avait 20 ans et qui jouait déjà au Real, bah ouais, on a peut-être plus de tendresse pour un gars comme Di Marco qu'un mec comme Hernandez. Si en plus son attitude sur le terrain, elle est meilleure, bon bah oui, je peux comprendre que toi, l'Interiste, spontanément, tu penches pour Di Marco. Je peux comprendre. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair que, ouais, Théo, mais même avec l'équipe de France, hein, il est un peu pareil. Et puis, bah, c'est un personnage. Après, Théo, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Et Ah, t'as bien alors résumé. que Di T'as bien résumé le truc. neutre, l'apprécier ou pas l'apprécier parce que voilà, il fait des erreurs, machin. Mais Théo, c'est surtout pour son caractère que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est pas pour son jeu. Parce que son jeu, à part simuler, enfin, voilà, mais son jeu de contre-attaquant, son jeu défensif, bah, c'est un latéral moderne et puis c'est le latéral, voilà, c'est le latéral moderne. Donc, footballistiquement, tu peux l'apprécier. Mais c'est vraiment humainement qu'il est détestable. En tout cas, pour nous, les hésitéristes, et puis même, je pense, pour quelqu'un de neutre. Non, mais je vais te dire, hein, encore une fois, non seulement je partage, mais il y a aussi tout un tas de supporters milanais qui pensent aussi la même chose. Alors, ils le diront peut-être pas aussi fort que moi, parce que voilà, faut représenter le maillot, mais ils peuvent aussi avoir la même idée. Dernière chose, avant de conclure notre petit débat, est-ce que tu penses que Di Marco, il est en capacité de faire toute sa carrière du côté de l'Inter, où tu penses qu'un jour, vu sa progression qui est linéaire,
il va à un moment donné partir dans un club encore plus huppé. Alors, moi, je pense qu'il a, qu'il va faire toute sa carrière à Inter. Je pense que s'il fait pas toute sa carrière à Inter, c'est au contraire qu'il partira dans un autre club de Serie A parce qu'il n'aura plus de niveau. Il partira pas dans un autre club européen pour moi parce que déjà, comme tu l'as dit, c'est le latéral, mais que du 3-5-2. En 3-5-2, on en trouve qu'en Italie. Au système A4, il est très bon, mais c'est pas, voilà, je vois pas le Real Madrid ou Manchester City acheter Di Marco pour leur système de jeu. Donc, je pense qu'il restera le plus longtemps possible à Inter et il partira quand il n'aura plus de niveau, à un Monza ou un truc comme ça. Mais je le vois pas. Je pense que l'Inter, c'est son dernier gars. Il peut pas aller plus haut. Vu, comme tu l'as dit, voilà, bah, sa morphologie, c'est pas le latéral moderne, voilà, c'est vraiment le piston gauche du 3-5-2 et je pense qu'il peut pas aller plus haut. C'est ça, Ah, c'est un petit peu sa ligne. ok, et bah écoute, tu vois, et pourtant c'est toi qui défends Di Marco, et bah tu vois, moi je pense qu'il peut encore progresser. Alors, est-ce que c'est encore à l'Inter ou est-ce que ça sera, on va dire, dans un club, comme j'ai dit, à la limite, un champion, un Manchester City ou ce type. Après, évidemment, comme tu l'as dit, c'est assez juste. Ce type de joueur-là qui correspond à un schéma véritablement c'est plutôt rare dans les grands clubs où on prime la polyvalence. Maintenant, la qualité de son pied gauche, encore une fois, et sa qualité de pied, tout simplement, euh, attention, ça pourrait donner des idées à quelques gros clubs à un moment donné. Et dernier point, avec l'euro, tout est possible, hein. S'il vient à faire un gros euro, il risque d'être sollicité, hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. On verra bien. Moi, j'espère qu'il restera à l'Inter, hein, mais c'est clair que s'il fait un super euro, et puis oui, voilà, son pied gauche, il fait le tour de l'Europe, hein. Son but contre, il y a 2 semaines, là, il fait le tour de l'Europe. Là, il nous doit déjà 4 points, Di Marco. Il marque à Empoli, hein, une volée des 20 mètres, on gagne 1-0 ce match, but de Di Marco. Contre Frosinone à domicile, on galère, but de Di Marco de 45 mètres. Donc il nous doit vraiment 4 points. Ces matchs-là, je pense qu'on les gagnait pas s'il met pas ces 2 buts. Bah, il Et y en a un de mémoire, il y en a un qui est un but décisif dans les 5 10 dernières minutes, hein, dans les matchs que tu as dit, non? Il y en a- Ouais, à ouais, Empoli, il marque à la 70e, je dirais, je sais plus quand il marque. Mais il marque un match où il y a 0-0, on n'arrive pas à se créer des occasions, puis sur une sortie, je crois que c'est un corner, il a la sortie, il frappe, boum, lucarne, ouais, et puis sa fameuse frappe de ballon. C'est son secret. Bon, et ben écoute, Alex, je te remercie. Merci pour ce débat. Je pense qu'on a fait le tour de la question entre les deux. Tu restes sur Di Marco, je présume? je reste sur Di Marco. Bon, je reste sur Théo, mais tu m'as fait quand même évoluer un peu sur 2 3 points sur Di Marco. C'est vrai que c'est quand même un sacré joueur. Et on va terminer là-dessus. La Serie A, elle a quand même de la chance pour le coup d'avoir ces deux gars-là qui sont encore présents. Ça, c'est un vrai plus. Donc, bah, merci à toi. Tu reviens quand tu veux, hein. T'hésites pas. T'es à la maison et ses copains. Quand tu veux venir, tu fais signe. Et puis, bah, nous, avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, nous dire ce que vous en pensez. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et t'es pas si sur un Je sang. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS,
Je regarde la MLS. Je trouve que la fin est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.